Bonsoir, les avions de l'OTAN sont restés au sol, ils n'ont pas bombardé les positions serbes autour de Goražde, tout simplement parce que les Serbes se sont retirés à 3 kilomètres du centre de la ville et qu'ils ont cessé de pilonner l'enclave. Mais pour combien de temps? La question se pose dans les grandes capitales qui se méfient désormais des promesses serbes. Avant de rejoindre nos correspondants à Washington et à Moscou, rendons-nous avec Isabelle Bechler en Bosnie, où les casques bleus ont profité de l'accalmie pour s'installer à Goražde et pour évacuer les premiers blessés. 17 h cet après-midi sur le stade de Sarajevo, les 3 premiers hélicoptères Sea King britanniques arrivent de Goražde. À leur bord, 20 blessés juste évacués de l'hôpital de la ville assiégée. Oh, pas les plus graves, car les blessés les plus sérieux sont intransportables pour avoir trop attendu. Voilà une semaine qu'aucun acte chirurgical n'était plus possible dans l'enclave musulmane. Et tant sont morts, faute de soins. La grande douleur des médecins enfermés à Goražde sous le feu serbe était l'impuissance. Il y avait plus d'une famille à Goražde qui n'ait perdu un de ses membres, et souvent bien plus, car des familles entières étaient réfugiées dans la même pièce, et un obus faisait souvent plusieurs victimes. Il n'y avait pas de cave pour se protéger. Le moral des habitants était au plus bas, et à chaque fois qu'ils sortaient pour trouver de la nourriture ou de l'eau, ils étaient victimes d'un autre obus ou du feu des tireurs embusqués. Quand nous nous rendions à l'hôpital, de temps en temps, c'était terrible de voir des enfants morts ou de nombreux blessés qui s'entassaient. On se sentait forcément totalement inutile. Les structures humanitaires de l'hôpital Kosevo de Sarajevo vont servir de centre d'orientation pour les 600 blessés attendus dans les jours qui viennent. Mais tous ne pourront être traités sur place. Il faut absolument qu'on évacue à l'étranger et on n'a plus de place à l'étranger. Personne n'est intéressé par la Bosnie aujourd'hui et il faut absolument qu'on évacue. Ce soir on va opérer toute la nuit certainement et dès demain on essaiera d'évacuer vers des pays. Ceux qui nous acceptent, non, la France ne veut pas, enfin, la France ne nous a pas proposé de libre cette opération. Sur place, les hélicoptères des Nations Unies vont continuer leur rotation en passant à l'aller comme au retour par une escale à Sokolac. C'est là que les militaires serbes ont tenu à contrôler le contenu des appareils. Ce pont aérien de sauvetage des blessés qui peuvent encore l'être a été rendu possible par la progression la nuit dernière du convoi de 200 casques bleus qui s'est déployé sur les positions serbes de la NAS de Goražde et doit vérifier que les blindés serbes quittent effectivement l'enclave. Malgré des tirs sporadiques au cours de la nuit et des tirs de snipers serbes qui sévissent toujours, la situation à Goražde s'est enfin nettement apaisée et les armes lourdes qui menaçaient la ville se seraient éloignées des 3 kilomètres qu'exige l'ultimatum international. Le lieutenant-colonel Pernaud, le porte-parole de la Force Prognu en Bosnie, nous donne les dernières informations et confirme le retrait des Serbes de Goražde. Sur la zone des 3 kilomètres, la plupart des combattants serbes ont évacué la zone. Il doit rester 1 ou 2 points, mais ceci, si vous voulez, se conçoit dans la mesure où il faut que chaque fois on se mette en interposition. Donc pour le moment, les choses se font bien et le retrait est normal. Actuellement, nous avons des éléments sur la rive droite et la rive gauche de la Drina, plus des éléments qui patrouillent justement dans la zone des 3 kilomètres. Il est évident que ceci se fait progressivement, a été fait un peu lentement parce que d'abord on est arrivé de nuit et que la zone était inconnue et qu'il y avait peut-être éventuellement, notamment dans la zone d'interposition, des pièges et autres. Mais je peux vous dire que ce matin, les gens circulent. Un convoi de l'UNHCR devrait arriver de Belgrade. Bon, je n'ai pas encore sa date d'arrivée, mais normalement tout est paré. En se retirant de Goražde et en cessant de bombarder la ville, les Serbes donnent ce soir le sentiment de revenir à la raison et d'obéir aux injonctions de l'OTAN. Et pourtant, un certain flottement a régné ce matin. L'OTAN, comme l'ONU, ne savait plus très bien quoi faire et se demandait si les Serbes ne jouaient pas une nouvelle partie de poker menteur. Philippe Rochaud. 170 avions de combat, 17 000 sorties aériennes au-dessus de la Bosnie. Les forces de 16 pays mobilisées pour tenter de dissuader les combattants serbes de conquérir 5 enclaves musulmanes, dont celle de Goražde. Et pourtant, les Serbes ont continué de bombarder Goražde après l'ultimatum de l'OTAN et se sont retirés ce matin en traînant les pieds. Mais l'OTAN n'a pas frappé. Or, l'OTAN, dans cette affaire, fonctionne comme le bras armé de l'ONU. C'est l'ONU, avec cet homme, Yasushi Akashi, délégué du secrétaire général Boutros Ghali, qui évalue la situation suivant les rapports qu'il reçoit des casques bleus sur place et décide ou non de frapper. Autrement dit, il y a 2 clés, l'ONU et l'OTAN, et pas de commandement unique.
Dans l'affaire de Goražde, les Serbes ont pu profiter de la division des pouvoirs entre les deux organisations internationales pour aller au-delà de l'ultimatum et il n'y a pas eu de sanctions. L'opinion du secrétaire général de l'OTAN n'était pas la même que celle de l'ONU. Manfred Wörner estime que les demi-mesures ne paient pas et que l'OTAN ne doit plus trembler devant les Serbes. Les 4 autres zones de sécurité, encerclées par les Serbes en Bosnie, Bihać, Tuzla, Srebrenica, Zepa, seront un test pour la crédibilité de l'ONU et de l'OTAN, car dans le projet de la Grande Serbie, c'est la prochaine étape des combattants serbes de Bosnie. La satisfaction est perceptible ce soir dans les grandes capitales. C'est le cas des Américains, Jean-Marc Ilouz, mais ils tiennent à rester vigilants. Oui, disons qu'à Washington, on juge le retrait serbe encourageant, mais qu'il n'est pas question de baisser la garde. Ce matin, les Américains font mine de ne pas garder rancune aux Nations Unies pour leur non à l'OTAN d'hier, mais ils restent vigilants. Il faut bien comprendre que derrière la question de la crédibilité de l'OTAN, il y a celle de l'administration Clinton elle-même. Depuis 2 semaines, elle avait multiplié les déclarations girouettes sur Goražde et elle fait l'objet de critiques très sévères dans la presse et au Congrès. Alors aujourd'hui, pas de précipitation, si vous voulez, en Bosnie, mais pour autant, pas de cadeau aux Serbes. Merci Jean-Marc. L'OTAN reste donc en alerte. Une rencontre entre les ministres français, américains et britanniques des Affaires étrangères est prévue pour demain à Londres. La violence, une nouvelle fois, à 2 jours des premières élections multiraciales en Afrique du Sud. Une voiture piégée a explosé ce matin à Johannesburg, près des bureaux du Congrès national africain. Jacques Merlino. 9 morts, 92 blessés. L'attentat commis ce matin à Johannesburg est l'acte criminel le plus violent commis depuis que l'Afrique du Sud a choisi la démocratie. La bombe était sans doute placée dans une voiture piégée et elle a explosé ce matin près des bureaux du parti de Nelson Mandela. Plusieurs immeubles ont été gravement endommagés, des conduites d'eau ont éclaté, provoquant un début d'inondation. Je suis absolument convaincu que la cible était l'ANC. C'est donc une tentative sérieuse de saboter le processus démocratique. L'attentat n'a pas été revendiqué et la police poursuit son enquête. On pense évidemment à l'extrême droite, mais aucune preuve n'est encore avancée. En tout cas, cet attentat relance la crainte d'une explosion de violence à 2 jours des élections. Une violence qui, depuis 4 ans, aura fait plus de 15 000 morts. Et c'est vrai, cet attentat met en relief les risques qui persistent. Malgré les progrès spectaculaires accomplis en Afrique du Sud, la cohabitation ne sera pas facile dans un pays marqué si longtemps par la ségrégation raciale. Nos envoyés spéciaux Martine Laroche-Joubert et Jean-François Hoffmann se sont rendus à Orania, une petite ville loin de Johannesburg, habitée exclusivement par des Blancs. Au bout de la route, perdue aux confins du désert du Karoo, une terre promise pour des Blancs d'Afrique du Sud, Orania. Une poignée d'Afrikaners, les descendants des colons hollandais, achètent il y a 4 ans une ville fantôme, laissée à l'abandon à la fin de la construction d'un barrage. Restés quelques métis, ils sont chassés. Aujourd'hui, seuls les Blancs peuvent vivre ici, avec une obligation à respecter. Ils font eux-mêmes les travaux habituellement confiés aux Noirs d'Afrique du Sud. Oui, les Noirs peuvent faire le même travail, mais nous voulons le faire nous-mêmes et montrer au monde qu'on peut vivre sans les Noirs. Vivre sans les Noirs, un rêve pour certains Afrikaners, rêve qu'ils projettent sur leurs enfants. Ici, il n'y a pas de Noirs. On fait tout nous-mêmes, c'est vraiment bien sans les Noirs. Que ressentez-vous pour les Noirs? Pour les Noirs, je les aime pas beaucoup. Pour les 350 habitants d'Orania, travailler est une priorité. La preuve que des Afrikaners peuvent se débrouiller seuls dans le futur État blanc, le Volksstaat, qu'ils veulent créer. Pour ce lambeau d'apartheid, ils sont venus de loin. André van der Berg a déménagé son usine du Transvaal et fabrique des pièces de voitures. L'une des 50 petites entreprises d'Orania. Pas question ici de se laisser gouverner par le premier président noir d'Afrique du Sud. Je suis blanc et je veux bien être dominé par des blancs, pas par des noirs. C'est pour ça que je suis parti dans le désert. Les noirs ne devraient pas nous traiter comme des ennemis, sinon ils auront les pires ennemis qui soient. Un terroriste noir, c'est un pauvre type, mais un terroriste blanc, c'est l'ennemi le plus dangereux que vous puissiez imaginer. Ils devraient nous donner ce qu'on veut et nous laisser tranquilles. Des mises en garde qui traduisent leur peur du lendemain.
Dans l'unique supermarché d'Orania, l'approche des élections inquiète. Ils vont voter pour le parti qui soutient leur État blanc, le Front de la Liberté, mais sans trop d'espoir. Nous faisons des stocks. Nous avons des équipements de survie pour pouvoir fuir. Nous sommes assez anxieux. Vous avez des armes pour vous protéger? Oui, bien sûr. Nous sommes prêts. Orania se place sous la protection d'Hendrik Verwoerd, le fondateur de l'apartheid. Aujourd'hui, une figure de bronze qui domine une minuscule réserve pour Tribu Blanche. François Mitterrand a voulu marquer la journée de la déportation en France par un acte symbolique. Le président de la République est allé inaugurer à Isieux, dans l'Ain, le musée mémorial, là où 44 enfants avaient été arrêtés et déportés par les Allemands. Jacques Chirac, Elie Wiesel, Monseigneur de Courtrai, le pasteur Stewart et le grand rabbin Citruc étaient présents à la cérémonie. Françoise Vallée. Cette maison sera un lieu de vie, comme une sorte de défi à ce qui s'est passé. Le président François Mitterrand a ainsi inauguré le musée mémorial d'Isieux. Avec lui, des centaines de personnes sont venues rendre hommage aux 44 enfants juifs déportés par les Allemands. C'est au lendemain du procès Barbie qu'est née l'idée de créer le musée. Grâce à une souscription nationale et l'aide de l'État, cette maison restera un lieu de souvenir et d'éducation pour les jeunes générations. La justice rendue ou à rendre ne nous exempte pas du principal, c'est-à-dire de la lutte quotidienne contre les germes d'un mal qui guette nos sociétés. Qui peut assurer que sur notre sol même, il ne menace plus? Des propos, des insultes, des inscriptions sacrilèges, des profanations de tombes, laissent à penser, selon l'expression fameuse, que la bête est encore vivante. Lutter contre elle, c'est affermir la République, qui n'est pas seulement un système d'institutions, mais aussi une philosophie. La maison des enfants d'Isieux était et restera une école ouverte à tous pour comprendre ce que fut le nazisme. Cela faisait 50 ans que Sabine Zlatin, directrice de la colonie, attendait ce jour. La tragédie des enfants d'Isieux est inscrite dans l'histoire de France. C'était en avril 1944, au temps de Vichy, le 6 avril précisément. 44 enfants jouaient dans la maison tranquille d'Isieux. La Gestapo a surgi. Elle les a arrêtés. Elle les a conduits à Drancy, puis envoyés à Auschwitz. Le plus âgé était un adolescent, il avait 17 ans. Le plus petit, un bébé, il avait 4 ans. Aucun des 44 enfants n'est revenu d'Auschwitz. Anne Guéry. Ça, c'est les petits cocos. Je l'ai sorti du camp, vous savez, celui-là, avec son frère. Alors, je m'attardais un peu plus avec lui, il était un petit peu privilégié, vous savez, si vous voulez. Un jour, vous savez, au soir, quand je l'ai embrassé, il m'a dit, tu me blesseras pas, tu me prendras avec moi, avec toi. La dame d'Isieux se souvient de chacun d'eux. 44 enfants juifs qu'elle voulut protéger de la guerre et des nazis. Dans cette maison d'Isieux, à l'extrémité d'un chemin de campagne, elle les croyait en paix, à l'abri de l'antisémitisme. Et là, dans ce refuge, des enfants de 4 à 17 ans tentaient de conjurer la peur, si tenace, la peur des délateurs. Ils ont traduit les angoisses, vous savez, en dessinant des cigognes qui portaient des enfants. Et puis la cigogne attaque une bête sauvage. Vous savez, tout se traduisait, de l'angoisse se traduisait dans les dessins. La bête sauvage, ce 6 avril de l'année 44, emprunta le visage de la Gestapo. C'était au petit matin, les enfants et les adultes qui les protégeaient venaient d'être dénoncés, ils furent arrêtés. Et pour braver l'angoisse et les nazis qui les déportaient à Auschwitz, ces gamins embarqués, raflés, entonnèrent ce jour-là pour la dernière fois un chant d'adulte. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Et à Paris, Édouard Balladur et Simone Veil ont rendu hommage à toutes les victimes de la déportation. Le Premier ministre et le ministre de la Santé et des Affaires sociales ont déposé cet après-midi une gerbe au mémorial du martyr juif inconnu et de la déportation avant de se recueillir.
Près de 200 homosexuels se sont rendus également sur place. Ils ont demandé que les homosexuels soient reconnus officiellement comme déportés. Plusieurs milliers d'entre eux l'avaient été pendant la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement serait-il biface, comme diraient les psys? Profil dur, Charles Pasqua, profil tendre, Pierre Méhaignerie. Le ministre de l'Intérieur et de la Justice nous ont offert un échange à distance sur le comportement de certains magistrats critiqués par profil dur et défendus par profil tendre. Jean-Baptiste Prédali. Pour faire entendre sa différence, mieux vaut être entouré des siens. Pierre Méhaignerie est ministre de la Justice, il est aussi président du CDS. Aussi, lorsque Charles Pasqua accuse certains magistrats de ne pas vraiment appliquer les récentes lois sur l'immigration, Pierre Méhaignerie attend le congrès de son parti pour répliquer. Un congrès, rien de tel pour affirmer ses principes. Le problème de l'immigration est suffisamment difficile aujourd'hui pour ne pas faire d'une profession, je pense aux magistrats, les boucs émissaires des difficultés rencontrées par les pouvoirs publics. Il me paraît à la fois inexact et injuste de laisser entendre que les décisions des magistrats mettent en péril la politique du gouvernement dans ce domaine de maîtrise de l'immigration. Succès assuré chez les centristes, mais Charles Pasqua réagit. C'est la réplique à la réplique. Je ne dis pas que ce sont les juges en général qui empêchent l'application des lois. Je dis simplement que les juges doivent rendre la justice au nom du peuple français et en fonction de la loi, et non pas en fonction de leurs propres opinions. Deux ministres d'État qui polémiquent publiquement, une affaire de défense de secteur ministériel, mais le sujet est sensible, l'immigration, et deux visions de la société coexistent au sein du gouvernement. Pour la polémique, chacun est dans son rôle. Le monstre est toujours debout et menace de semer la mort autour de lui. Le monstre, c'est Tchernobyl. Les experts internationaux sont unanimes, il faut fermer la centrale. Mais l'Ukraine ne veut rien savoir. Ses besoins en énergie passent avant la santé et même la vie des hommes. Antoine Cormery. Le sinistre crépitement d'un compteur Geiger pour rappeler qu'à Tchernobyl, 8 ans jour pour jour après la plus grave catastrophe de l'ère nucléaire, rien n'a vraiment changé. À côté du réacteur numéro 4, noyé sous des tonnes de béton qu'on espère étanches, les réacteurs numéro 1 et numéro 3 de la centrale ukrainienne continuent de produire, tant bien que mal, de l'électricité en dépit de toutes les mises en garde. Cette semaine encore, des experts internationaux ont demandé la fermeture rapide de la centrale sur la foi d'un rapport accablant sur la sécurité. Cette semaine encore, un magistrat russe chargé de l'enquête sur l'accident a mis en évidence des vices de conception et de construction. Lui aussi a demandé la fermeture rapide de la centrale. Mais dans l'ex-URSS ravagée par la crise, l'économie prime souvent sur la sécurité. Et le gouvernement de Kiev refuse de fermer la centrale pour le moment, car l'Ukraine a trop besoin d'électricité. Le risque nucléaire devient alors un argument de poids pour susciter la générosité internationale. Pour financer de nouvelles centrales qui permettront de fermer Tchernobyl, l'Ukraine demande 20 milliards de francs. Pendant ce temps, à Tchernobyl, les inondations dans les zones contaminées menacent de polluer les rivières de toute la région. Pendant ce temps, à Tchernobyl, on continue de produire de l'électricité contre nature. Le DC-3 a décollé d'un aéroport australien. Il y avait 25 personnes à bord. Le DC-3 a plongé, puis coulé dans la baie. Mais les passagers ont été heureusement tous sauvés grâce à ces petites embarcations et aux pompiers qui sont très vite intervenus. Le champion détrôné, l'Espagnol Bruguera, vainqueur à Monte-Carlo en 91 et 93, a été battu en 94 par le jeune Ukrainien Medvedev. Finale éclair sur terre battue, 1h39 minutes en 3-7. Laurent-Frédéric Bollet. Andrei Medvedev, un fantasque Ukrainien de 19 ans, génie de la balle jaune en puissance, face à Sergi Bruguera, 23 ans, supposé roi de la terre battue. Qui donc va assommer l'autre le plus vite? Réponse Medvedev en 1h39 seulement. Ce qui paraissait impossible est arrivé. Bruguera a craqué physiquement et mentalement dans cette finale du tournoi de Monte-Carlo. Les accélérations de Medvedev n'ont l'air de rien, mais elles épousent les lignes et Bruguera est à 3 mètres. Medvedev, un peu comme Messi en son temps, un joueur félin sur le court à la limite de la lymphatie, mais ses coups de patte sont meurtriers.
Public médusé, Bruguera grimaçant, qui ne peut que sauver l'honneur sur des coups d'éclat, des coups arrachés à l'énergie du désespoir. La leçon est sévère, Medvedev l'emporte en 3-7 secs, 7-5, 6-1, 6-3. Attention pour Roland Garros, un Ukrainien annonce la couleur. Défilé imposant ce matin à Paris entre les Champs-Élysées et le château de Vincennes. 18 000 personnes se sont rassemblées, elles ne parlaient pas la même langue, mais avaient la même passion, courir sur bitume. Un petit coup de feu pour une grande course, une grande aventure dans les rues de Paris. Ici, on ne court pas pour annoncer le résultat d'une bataille, on court pour être en paix avec tout le monde. Plus on est de fous, plus on rit. À 18 000, c'est mieux pour faire la fête. Dans les rues de Paris ce matin, il y a des non-voyants qui courent, une douleur pour vaincre une autre douleur, une douleur sur laquelle il vaut mieux passer l'éponge. Dans les rues de Paris ce matin, il y a des bouteilles vides et des gens qui vous saluent. Courage, il reste 26 km. Dans les rues de Paris ce matin, il y a des athlètes et des athlètes en fauteuil. Allez jusqu'au bout de soi-même, tant pis pour le résultat. On se presse pour se rafraîchir, on prend son temps pour se faire admirer. Dans les rues de Paris ce matin, il y avait des gens, pas comme les autres. La vie de château en pièces détachées, c'est possible. Pascal Doucet-Bon et Hervé Pozzo ont passé leur dimanche à Houdan, dans les Yvelines, et assisté à une vente aux enchères, un bric-et-broc de luxe pour amateurs de gothique, de Renaissance ou d'Empire. Amis châtelains et seigneurs en vos fiefs, venez donc par ici garnir vos parcs et vos manoirs. Des pièces de l'Europe entière vous attendent. Sont déjà partis cet après-midi ce beau portail et son jumeau, venu d'un château vendéen. 700 000 francs les deux. Vendu également cette façade, tout ce qui reste du château de Villiers-au-Bois en Meurthe-et-Moselle. Seul le fronton était exposé. 350 000 francs. Adjugé aussi ce lustre Murano du 18e, richement décoré de fleurs et pampilles. 330 000 francs. En fait, toutes les pièces proposées ici ne sont pas aussi chères. Le week-end était réservé aux gros poissons. Un bon tiers des acheteurs sont étrangers et 50% sont des professionnels. C'est le cas de ce monsieur qui a acheté 77 000 francs, taxes comprises, 2 canons pour le compte d'un antiquaire hollandais. Pour lui, la réunion de Houdan est LE rendez-vous de l'année. C'est le plus grand rendez-vous en France en matière de vente aux enchères pour les matériaux anciens. En France et même certainement en Europe. Un marché de 30 millions de francs qui bien sûr pourrait attirer les convoitises les plus malhonnêtes. C'est en fait la notoriété qui protège les vendeurs des receleurs. S'il y avait des objets dont l'origine était douteuse, tous ces objets seraient manifestement reconnus immédiatement par les publicités qu'on peut faire soit par les catalogues, soit également par les supports publicitaires dans différents journaux. Ce Drouot campagnard restera ouvert jusqu'à mercredi, qu'on se le dise, même si l'on ne possède qu'un 2 pièces cuisine. Nicole Cornu-Langlois tient à nous raconter une belle histoire d'amour, l'histoire d'une jeune femme et d'un jeune homme qui réhabilitent le mariage et qui finissent par s'unir après ou malgré un parcours affectif et sexuel très riche. C'est du cinéma. Institution universelle, le mariage fait toujours recette. C'est le prétexte à réunir des amis et provoquer ainsi des rencontres qui entraîneront d'autres mariages. Mais il faudra bien 4 mariages et un enterrement pour que l'indépendante Carrie, Andy McDowell, et Charles, célibataire désinvolte et très british, Hugh Grant, deviennent un vrai couple. Name's Carrie. She's pretty. American. Interesting. Slut. Clearly. Elle a eu 33 amants et ne voit pas de mal à cela. Et je trouve que c'est bien. Parce que pour un homme, c'est normal, mais dès qu'une femme s'en vante, c'est choquant. Alors que je la trouve très bien, Carrie. First one, of course, not easily forgotten. It's kind of nice. 2, Harry back. 3, 4, 5, 6. Was on my birthday in my parents' room. Which birthday? 17th. Oh, but we've only reached 17. Elle est différente. Elle ne ressemble pas à la petite anglaise modèle. Elle est américaine. Elle est presque trop jolie pour être honnête. Elle a un grand sens de l'humour.
23 and 24 together. That was something. Seriously? Elle parle très naturellement de sa sexualité et lui n'est pas du tout habitué à cela. And then I'm fiancé, that's 33. Wow. So I came after your fiancé? No, you were 32. Less than Madonna, more than Princess Di, I hope. What do you think? Divine. Et vous, Andy, comment était votre mariage? Nous nous sommes mariés au sommet d'une montagne, c'était paradisiaque. Et un ami à moi a interprété à la guitare une chanson de Jimi Hendrix. J'aimerais une énorme cérémonie avec des têtes couronnées à l'abbaye de Westminster, ou Monaco ou quelque chose comme cela. Certains clichés sont aussi tenaces dans la vie que les happy end en forme de baiser, comme dans ce film. Si vous aimez rire, vous devez écouter France Inter chaque jour à midi. Ce rire a une voix, celle de Laurent Ruquier, et celle de sa bande qui se défoule dans Rien à cirer. Eh bien, ce rire aura désormais un visage à partir de demain, 18h45 sur France 2, chaque jour. Bonsoir Laurent Ruquier. Bonsoir Paul Amar. Même titre, même bande? Oui, même titre, Rien à cirer, même équipe, les imitateurs, Fonte, Roumanoff, Lemoine, Forte. Je ne vais pas tous les citer, j'en oublie, ce serait trop long. On regarde, avant de poursuivre, un extrait d'une émission enregistrée choisie par Patricia Charnelet. Regardons. Rien à cirer, c'est un défi quotidien pour Laurent Ruquier et toute son équipe, faire rire pendant 30 minutes. Je prône l'insolence de Rien à cirer. C'est un peu Pierre Bouteiller sur France Inter qui, au départ, a lancé cette émission Rien à cirer. Et il m'avait dit, soyez insolents, et je crois qu'on a respecté la charte. Chaque jour, un invité se prêtera à une mise en boîte décapante. À coups de parodie et d'imitation, Chantal Goya ouvre le feu. Chanter en direct, ça il me l'interdit. Il n'est pas fou même si c'est mon mari. Lui seul sait chanter, vous le connaissez. Bonjour, c'est Jacques. En tant que ministre squatteur de la culture, eh bien, je voudrais dire ô combien les chansons de Chantal Goya vont beaucoup plus loin qu'on ne le pense et qu'on l'imagine. Laurent Ruquier a d'illustres parrains, Jean Amadou, Claude Villers, Jacques Martin, Pierre Bouteiller. Nul doute qu'ils regarderont demain leurs petits devenir grands. Alors, Laurent Ruquier, je l'ai dit tout à l'heure. Une chose, je peux même expliquer que c'est une émission qui sera diffusée vendredi, mais que tous les soirs on sera en direct. Ça veut dire que demain vous êtes en direct? Demain on est en direct, c'est donc pas demain Chantal Goya qu'on verra. Chantal Goya on la verra vendredi, on a juste enregistré 2 émissions pour les 2 vendredis prochains. Alors demain vous avez qui en direct? Je préfère ne pas le dire, je garde la surprise. Non, il faut l'annoncer aux téléspectateurs, c'est pour un peu plus d'audience. Vous voulez pas... Mais si. Non, justement, je préfère garder le nom. Vous êtes sûr quoi? Le scoop, vous ne pouvez pas le donner à France 2, votre chaîne maintenant? Non, j'ai vendu à Claire Chazal. Ça commence bien. Oui. Alors, Rien à cirer, c'est tous les jours, j'ai dit tout à l'heure sur France Inter. Mais moi, en fait, je le sais, je vais vous le dire. Moi, je vais vous le dire, et je le dis aux téléspectateurs. C'est Yves Mourouzi. Non, ce n'est pas Yves Mourouzi. Vous êtes sûr? Non. On garde le secret, Paul Amar. C'est un gros secret? Oui, un gros secret. Une grosse personnalité? Oui. Bon, vous nous mettez en appétit. Allez, c'est ce qu'il faut faire. À 18h45, c'est l'heure. Alors, midi France Inter, 18h45 France 2. Est-ce que, vous avez dit tout à l'heure, c'est le même titre, Rien à cirer, mais est-ce qu'on va avoir une émission filmée? Une émission de radio filmée? Pas du tout, je crois qu'on l'a vu. Virginie Lemoine, là, en chantant le Goya, il est évident que quand on est à la radio, elle ne met pas de costume. Et tout va de pair. Jack Lang, on l'a vu, là, derrière ses tags. C'était certainement la fois où il était descendu dans le métro. Et ça lui est arrivé un jour. Je me souviens, c'était à la station Louvre, d'ailleurs, ce jour-là. C'est la première fois que je vois ça. J'avais dit les tags, j'avais dit non, le métro. Là, évidemment, quand on est à la radio, Jack Lang, Laurent Gérard et Laurent Gérard. Là, il sera vraiment Jack Lang. Alors, Rien à cirer de qui, de quoi? De tout? Oui, de tout, de l'invité qu'on recevra, mais aussi de l'actualité. Chaque soir, il y aura une séquence qui s'appellera le Zap Actu, qui précédera donc votre journal, Paul, ou celui de Bruno Mazur, puisque vous faites tandem. Il y en a un qui a un nom de cirque, l'autre qui fait le clown. Et donc, chaque soir, on commentera l'actualité. Aujourd'hui, sur Inter, on a évidemment parlé du marathon de Paris. Je ne sais pas si c'est Jacques Chirac qui a donné le départ du marathon de Paris. Non. On n'a pas osé lui donner un revolver, je crois que ça doit être ça.
Alors, on commentera. Rubrique actualité, plutôt le bébête chaud, plutôt les guignols? Entre les deux. Entre les deux. Alors, je vais vous faire une réponse de Normand entre les deux. On espère être plus près des guignols que du bébête chaud, parce qu'on trouve que les guignols sont très bien, puis en plus, ils ne sont pas à la même heure que nous, alors ça nous arrange. Avec une liberté totale? Avec une liberté totale, c'est ce que nous a garanti la chaîne, et je crois que c'est la liberté que vous avez aussi, Paul Amar. Chiche? Chiche. On vous surveillera. Très bien. Sur ce thème-là. Oh oui. La liberté. Surveillez Patrick Fonte dès demain dans l'émission. Absolument. Vos maîtres, plutôt Coluche ou plutôt Jacques Martin, le ton? Moi, mes maîtres sont Jean-Yann, Pierre Doris, et sur l'insolence, Philippe Bouvard à ses tout débuts télé dans les émissions chez Maxims. Et Coluche? Coluche, moins, plus des proches. Voilà. Laurent Pour Ruquier. le texte. Je crois que Rien à cirer sera une émission de télé, mais ce sera aussi une émission de texte. Et tous les hommes politiques passeront aussi en revue, imités par Oui, Gérard et par les autres? Bien sûr, il n'y a pas que Laurent Gérard, il y a aussi Jean-Éric Biel, il y a Frédéric Lebon, Patrick Adler, on les aura tous ceux que vous écoutez à la radio chez nous, et vous êtes nombreux. Bienvenue Laurent Ruquier sur France 2, 18h45 et bonne chance, bon vent. On Merci. rira avec vous et grâce à vous. C'est gentil. Bonsoir. Grand film sur France 2 ce soir à 20h50, le Bounty avec Mel Gibson, bon chanteur à 23h10 avec Khaled dans Taratata, les infos minuit 40 de Philippe Lefay. Dans quelques instants, Nathalie Riouet vous annoncera le retour du soleil demain, sauf dans l'Est, me dit-elle, où il pleuvra, et dans l'Ouest, où il pleuvra. Votre programme info demain matin, 7h50, l'invité de Gérard Leclerc sera Maître André Soulier, avocat et ancien président de la commission de discipline du football professionnel, auteur du livre Carton rouge. 13h, Daniel Bilalian, 20h, Étienne Lénart. Bonne soirée sur France 2 et bonne semaine avec 18h45 demain. Rien à cirer. Bonsoir.